que je comprends pas. Ok. Bon, moi, je pourrais répondre, mais ce sera pas assez pointu. À force d'entendre les gars en parler, je vois à peu près de quoi je vois à peu près la réponse, mais je vais laisser faire les autres. Voilà, Human ou AT de France ou Paul, si vous avez une réponse. Je voudrais bien essayer, vous me corrigez si. Ouais. Donc, du coup, il est emmerdant ce terme parce que moi aussi, je suis face à ce terme. Mais il faudrait quand même trouver un autre mot, mais c'est un peu trop tard. Mais justement, je crois que c'est parce que une théorie admise par le consensus scientifique, elle se propose d'être toujours réfutable qu'elle s'appelle théorie. C'est-à-dire que elle contient en elle-même le fait qu'elle ne s'impose pas comme une vérité absolue, mais comme le meilleur vraisemblable qui se dispose à être réfuté si jamais on trouve une réfutation. C'est pour ça que je crois qu'on l'appelle théorie. Et effectivement, dans le langage commun, une théorie, c'est une hypothèse. Alors là, on est très en avec ça. On est très on a eu l'occasion, ah oui, mais ça c'est dans de très très nombreux lives, on a eu droit à ces joutes là par rapport à la théorie scientifique et la théorie voilà hors science, qui en sont du coup à l'opposé en termes de signification. Mais alors, par contre, parce qu'en fait, dans la science, la théorie, c'est le plus haut grade, enfin le plus haut degré de validation en termes de science, la théorie. Alors que, comme tu disais, une théorie dans le langage de tous les jours, c'est vraiment c'est une hypothèse. C'est vrai que c'est pénible. À chaque fois, on se bute à ce genre de choses. Mais par contre, les scientifiques font quand même créer de la confusion aussi, parce que du coup, des fois, on a pour le même sujet plusieurs théories. C'est-à-dire que s'il y avait une théorie qui était celle du consensus, et que donc on l'appelle théorie parce que elle est disposée à la réfutabilité quand même, mais quand on parle par exemple en cosmologie de théorie des cordes, de théorie de la gravité quantique à boucle et de théorie du Big Bang, du coup là on a trois théories, et là ça marche plus en fait, puisqu'elles sont exclusives. Et donc, du coup, pourquoi on les appelle théories? Il y en a qu'une qu'on devrait appeler théorie. Enfin, il y a quand même une problématique. Par exemple, pour la théorie de l'évolution, il n'y a qu'une théorie de l'évolution. Il n'y a pas la théorie du créationnisme qu'on met sur le même plan. Du coup, ça crée encore plus de confusion. Parce que là, du coup, je sais pas, moi, est-ce que la théorie des cordes, c'est une théorie ou est-ce que c'est une hypothèse? Parce que si c'est une hypothèse, elle est au même plan que la théorie de la gravité quantique à boucle, qui est aussi une hypothèse. C'est un peu confus quand même ce langage. Voilà. La tête France va te répondre apparemment. Oui, il y a un gros problème de vocabulaire à cause des médias. Le problème, c'est que les médias, par exemple, pour le modèle des cordes, ont appelé ça théorie. Et la majorité des scientifiques se sont alignés sur la manière de communiquer des médias. Et c'est une grave erreur. C'est comme, par exemple, le boson de Higgs, où il y a un physicien qui l'appelait la particule de Dieu. Et pour le coup, parce que ça résonnait bien dans les médias, il y en a beaucoup qui se sont mis à l'appeler la particule de Dieu. Les médias ont malheureusement une relativement parfois mauvaise influence. Mais c'est vrai que c'est un gros problème de communication. Mais même du coup dans les magazines de vulgarisation des sciences qui reprennent ces termes-là. Oui. Au fait, c'est même eux qui ont créé ces termes-là. Parce que quand je dis médias, en réalité, c'est eux. Et le problème, c'est qu'après, il y a plus grand monde qui ose les corriger dans la communauté scientifique en disant, ça passe bien, ça sonne bien. Donc on va laisser tel quel et on va laisser couler. Donc mais il faudrait pas. Il faudrait que tout le monde se mette ensemble puis envoie une lettre et dise non mais maintenant vous arrêtez d'appeler ça la théorie des cordes. Voilà, donc on peut parler de la théorie de l'évolution, mais on doit parler du modèle des cordes. Oui, en toute rigueur, oui. Mais c'est pas la même chose en fait. Parce que dans la théorie de l'évolution, on a une explication qui n'est pas forcément une vérité. On pourrait faire une découverte qui n'est pas révolutionner l'évolution, mais qui nous apporterait
un meilleur éclairage de cette évolution. C'est pour ça que ça reste quelque chose de malléable. Aujourd'hui, c'est la meilleure explication qu'on ait, et jusqu'à preuve du contraire, en fait. Exact. C'est toujours une évidence niveau 15, une théorie. Une théorie, normalement, c'est un modèle scientifique qui a des méta-analyses jusqu'à un niveau de minimum 4,5 jusqu'à 8 sigma. Alors là, je sais pas ce que c'est que les sigma, mais c'est le niveau. Je vais t'expliquer ce que c'est. Au fait, toute la science moderne est basée sur les statistiques, quel que soit le domaine, que tu travailles dans la biologie, l'anthropologie, la génétique, la physique des particules, l'astrophysique. Et quand on fait des statistiques et que tu as une hypothèse, normalement ton hypothèse par rapport à une moyenne que tu attends, tu as des petites fluctuations par rapport à une moyenne attendue de ton hypothèse. Et ces fluctuations, elles suivent ce qu'on appelle une loi de Gauss. Dans l'occurrence, c'est aussi appelé une loi en cloche. Et cette loi de Gauss, par rapport à son centre, qui est la valeur parfaite de la moyenne, plus tu t'éloignes de ce centre, plus tu es dans des probabilités d'événements faibles. Parce que la plupart des événements doivent être près de la moyenne. En l'occurrence, en statistique, il est d'usage de parler de sigma quand tu t'éloignes de la moyenne. Par exemple, 3 sigma, c'est environ 99,96%. Tu vas me dire, ouais, mais à Tête de France, ça veut dire quoi? Quand on dit, par exemple, qu'on a un niveau d'évidence de 3 sigma, et tu vas comprendre pourquoi 3 sigma, c'est pas assez, ça veut dire que tu as une chance sur 20 que ta conclusion soit fausse. À peu près, hein, j'arrondis. C'est une chance sur 20. C'est beaucoup trop en science. C'est pas acceptable que tu dises que ton modèle est une théorie si tu as une chance sur 20 que ta conclusion soit fausse. Donc en fait, on augmente le nombre de sigma. Plus le nombre de sigma est élevé, plus la probabilité que ta conclusion soit erronée est faible. Par exemple, 6 sigma, qui est une valeur courante, par exemple, je sais que les ingénieurs font souvent dans l'aérospatiale et l'automobile du 6 sigma. 6 sigma, c'est une chance sur 1 million de te tromper. Donc c'est bayésien en fait? Oui, il y a de la théorie bayésienne derrière. Ok. Et donc en science, on dit souvent qu'une théorie est au niveau d'évidence 15 si on a un sigma entre 4,5 et 8 et au-delà. À partir de 4,5, c'est considéré comme assez robuste. Par exemple, le boson de Higgs, actuellement, on est à 5,3 sigma, si mes souvenirs sont bons. Donc, on considère que c'est sûr que le boson de Higgs, on l'a bien détecté. C'est quoi l'échelon au-dessus de... C'est une question béotienne. C'est quoi l'échelon au-dessus de théorie? C'est Dieu. Ah, au-dessus de théorie, il y a rien, parce que le truc, c'est que déjà... D'accord. Les gens, on parle je pensais qu'il y avait loi. Il me semblait que... Je sais pas, excuse-moi, je croyais que loi, c'était quelque chose qui était... plus non, mais ça pouvait plus s'effondrer, quoi. C'est pas une théorie, c'est un modèle. Quand tu fais une loi, c'est un modèle. Ok, non, mais c'est bien de préciser, pour moi et puis peut-être pour les autres aussi. Alors okay, donc il n'y a rien au-dessus de la théorie. Moi, c'est pas la définition que j'ai de loi. Hein. Pour moi, loi, en l'occurrence, c'est une expression sous forme d'équation d'un phénomène physique que t'as pas été capable de démontrer l'origine. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle pas des lois de la relativité générale, parce que les résultats de la relativité générale, tu peux démontrer d'où elles viennent. Mais à l'époque, pourquoi la loi de Newton, on l'appelait la loi de Newton? Parce que, justement, Newton n'a pas pu démontrer d'où venait sa loi. Il l'a construite empiriquement. D'ailleurs, quand j'ai fait ma recherche sur la gravité, j'ai appris un truc que je ne savais pas. C'est que Newton se posait des grosses questions sur qu'est-ce qui permettait à la gravité de s'exercer. Et il ne comprenait pas que deux objets distants puissent exercer l'un sur l'autre une force sans un vecteur, en fait. Et il pensait qu'il y avait un éther entre les corps. Et cette théorie, je ne le savais pas, mais elle a persisté longtemps. Et c'est un certain Albert Einstein qui a mis ça en doute. Et ça a fait débat pendant encore longtemps après. En 1905, mais jusqu'en 1920,
l'éther était considéré, même dans l'espace, Descartes pensait que les planètes pouvaient se déplacer uniquement parce qu'il y avait un éther qui leur permettait, quoi. Ça fait sens, hein. T'imagines le niveau d'abstraction intellectuelle qu'il faut avoir pour accepter que c'est l'espace-temps qui se courbe. Et c'est pour ça l'idée qu'on est sur des théories qui évoluent et qui changent ou qui sont confirmées. Bon, il se trouve que l'éther n'a jamais, au contraire d'être confirmé, on l'a infirmé, mais la science, c'est quelque chose qui évolue, et ça me paraît normal de parler de théorie et pas de vérité, en fait. Mais par contre, les lois ont deux attributs de Dieu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on détermine comme étant vrai dans le temps et l'espace de manière permanente. Bah justement, c'est ça le problème. Regarde les lois de Newton. Les lois de Newton s'appelaient lois de Newton parce qu'il n'arrivait pas à démontrer d'où elles viennent. Pareil pour les lois de Faraday. Enfin, toutes les lois, à l'origine, elles ont le nom loi parce que les physiciens ou les chimistes n'arrivaient pas à démontrer d'où elles venaient. Et au fait, malheureusement, aujourd'hui, par exemple, la loi de Faraday, on sait qu'elle vient des équations de Maxwell. La loi de Newton, on sait que c'est un résultat asymptotique de la relativité générale. Mais on continue par tradition à les appeler des lois, parce qu'à la petite école, quand tu les apprends au lycée, je pense pas que la majorité des profs disent, à part si c'est des profs sadomaso, qui vont dire à leurs élèves, oui, alors je vais vous cracher cette formule, mais sachez qu'elle se démontre. Donc normalement, ils la crachent dans les cours du lycée en disant, voilà, il y a ça s'appelle loi de Newton, et très rarement, il y a des élèves qui vont dire ça vient d'où. La plupart acceptent ça, la plupart ça les emmerde d'ailleurs, parce qu'ils détestent les cours de physique. Mais ça devrait plus s'appeler des lois, dès le moment où ça a été démontré. Et c'est pour ça que c'est super important, la dénomination des choses. Étienne Klein en parle souvent de manière assez pertinente, mais on fait pas assez souvent de mise à jour sur les termes, justement, théorie, loi, etc. Et donc, il y a une sorte de truc un peu... de cacophonie. De cinétique qui crée de la confusion dès lors qu'on s'intéresse un peu aux choses, et s'ils ont un esprit un peu complotiste et tout ça, du coup, c'est quand même des moyens de disqualifier parce qu'on dit loi, parce qu'on dit théorie, parce que machin, et ça c'est dommageable, mais on comprend pourquoi ça existe, c'est dur à transformer les habitudes. Non, c'est un gros problème. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une norme là-dessus. Comme il y a les normes chez les couleurs, pour les couleurs chez les graphistes, parce que je suis pas graphiste, hein, mais de ce que j'ai entendu parler de certains amis qui le sont, il paraît qu'il y a des normes, par exemple, il y a la norme Pantone, la norme sRGB, la norme CMJN, etc., avec des specs de couleurs qui leur permettent de communiquer entre eux. Mais il nous faudrait une norme, comme on les graphistes, dans le vocabulaire de la science. Et cette norme, idéalement, ça devrait être une norme internationale, qui dirait, ça s'appelle loi, gna gna gna. Si tout d'un coup c'est démontré, les écoles ont 5 ans pour arrêter d'utiliser le terme. Enfin, il faudrait des règles internationales, mais visiblement personne veut faire ça.